Bonjour à tous, ici le Seigneur Sensei, j'espère que vous allez bien. L'arc Elbaf a officiellement commencé et on a eu de nouvelles tenues pour nous mettre dans l'ambiance du pays. Après l'arc du futur avec la technologie, place à l'arc du passé avec les vikings. Entre les gros arcs de l'œuvre, on a généralement des chapitres d'entre-arcs que l'auteur utilise pour que l'on ait des infos importantes, et même très importantes, sur l'état du monde, sur les actions des pirates, de la marine ou encore du GM. Eiichiro Oda nous a habitués à des entre-arcs légendaires, avec des événements très importants, très intéressants et très puissants, qui se déroulent dans différents endroits du monde. Au cours de l'arc Egghead, c'est ce qu'on a eu. Barbe Noire contre l'eau, Shanks contre Kid, la Cross Guild avec le discours de Baggy, Garp sur la ruche ou encore Singarling Figarland. Ces événements auraient pu se dérouler entre l'arc Egghead et Elbaf, mais l'auteur a fait un choix différent, ce qui me fait dire qu'il a préparé d'autres événements de très grande ampleur qu'il peut nous montrer à tout moment. Aujourd'hui on parlera de Zoro sur Elbaf parce que je pense qu'il aura un rôle très important, qu'il évoluera pendant l'arc et qu'il aura droit à un tout nouveau sabre, et en seconde partie on parlera de ce que l'auteur prépare en dehors d'Elbaf. Et je vous garantis que ça va être phénoménal. Cette année, j'ai eu l'immense privilège de travailler avec Topi Game sur une série de jeux exceptionnels en collaboration directe avec les ayants droit japonais de One Piece, y compris Eiichiro Oda, qui a validé chaque projet. Je suis très heureux de vous en parler aujourd'hui parce que l'expérience a été incroyable et unique. Pour marquer le lancement des jeux, on a une collaboration exclusive avec Carrefour jusqu'en novembre. Vous pourrez retrouver les jeux One Piece qui sont incroyables dans les magasins Carrefour à prix réduit. Mais attention, c'est jusqu'à épuisement des stocks. Une fois qu'il n'y en a plus, c'est terminé. Et aujourd'hui, je suis très content parce que je vais parler du méga quiz One Piece qui a été conçu pour tester vos connaissances sur les 17 arcs de l'œuvre, avec plus de 1000 questions. Le quiz fête les 25 ans de l'animé et j'ai eu la chance de m'occuper de tout le quiz. Et je peux vous assurer que tout a été validé par les ayants droit. Chaque question nous plonge dans l'univers de One Piece. On peut utiliser le méga quiz pour des questions individuelles ou pas, parce que le méga quiz One Piece, c'est également un vrai jeu sur plateau, avec un magnifique plateau. Chaque as du plateau correspond à l'un des arcs, et chaque carte correspond également à un arc, pour un total de 1086 questions. Oui, vous ne rêvez pas, c'est un méga quiz sur plateau avec 1086 questions, et je suis à l'origine de chacune d'entre elles. Alabasta, Enies Lobby, Impel Down, Marineford ou encore Wano. Retrouvez des questions sur chaque arc de One Piece. Vous pouvez également retrouver 2 puzzles totalement exclusifs en quantité limitée chez Carrefour. Un énorme puzzle de l'équipage des Mugiwara sur Egghead et un tout aussi énorme puzzle de la scène emblématique où Shanks donne son chapeau de paille à Luffy. Tout est à retrouver à moitié prix jusqu'à fin octobre. Je suis très honoré de partager ça avec vous et c'est disponible dès maintenant. Dans le monde de One Piece, il existe 83 Meito, qui sont des sabres de renom, classés en 3 catégories: Ryo Wasamono, 50 lames de qualité supérieure, Owasamono, 21 grandes lames, et Seiji Owasamono, 12 lames de premier rang. Au cours de son aventure, Zoro a eu des Ryo Wasamono et des Owasamono. Il a même eu une lame noire, qui est Shusui, une des 21, qui appartenait à Ryuma, le dieu des lames, qu'il a échangé contre Enma, d'Oden, une des 21. Il a perdu 2 lames contre Mihawk, mais sur Lockdown, il a eu le Sandai Kitetsu, une des 50, et le Yubashiri, une des 50. En voyant qu'il était déterminé à voir si le Sandai allait le choisir, Ippon Matsu lui donna Yubashiri, qui était pourtant un trésor de famille. Zoro perdit Yubashiri contre Shu, qui avait le fruit de la rouille. Il obtiendra Shusui de la main de Ryuma, en forme zombie, après l'avoir vaincu. Puis il échangea Shusui contre Enma, la lame qui lui permettra d'avoir un power-up pour battre King. Zoro se retrouve donc avec 3 Meito, le Wado Ichimonji de Kuina, une des 21, Enma d'Oden, une des 21, et le Sandai Kitetsu qu'il a eu sur Lockdown, qui est une des 50. On pourrait penser qu'il aura un jour les 3 Kitetsu, qui sont des lames maudites, le Sandai, le Nidai et le Shodai. En effet, il a déjà le Sandai, et comme il est lié à une puissance démoniaque, un rapprochement peut être fait. D'ailleurs, il a reconnu le Shodai des Tanbaron. Mais je pense que l'auteur a un autre plan pour Zoro. Les Meito ont très souvent des noms ou des références en lien avec les manieurs. Le Meito de Shiryu se nomme Ryu, donc orage. Shiryu, de la pluie. Le Meito de Mihawk se nomme Yoru, donc nuit. Mihawk est en référence à Dracula, le conte de la nuit. Le Meito de Cracker se nomme Bretzel. Cracker est un homme biscuit. Et le bretzel et le biscuit sont 2 types de produits de boulangerie-pâtisserie. Enma est le dieu bouddhiste, roi des enfers, et Zoro veut devenir le roi des enfers. Les noms des Meito ont donc des liens avec les manieurs. Voilà pourquoi on dit qu'une lame choisit son manieur. La lame ressent l'énergie, l'aura. Le Sandai n'a pas tranché le bras de Zoro, car il a ressenti le potentiel démoniaque de Zoro. Pour Enma, c'est la même chose. Le potentiel a été ressenti. Zoro veut devenir le roi des enfers, mais il a un problème en lien avec ses Meito. En effet, il a Enma, le roi des enfers. Le Sandai, l'épée démoniaque, Kitetsu, Ki, démon ou esprit maléfique,
Tetsu, percer ou pénétrer. Kitetsu peut être interprété de plusieurs façons, comme démon qui perce ou encore épée qui pénètre tel un démon. Mais ce qui importe, c'est qu'on a un lien évident au démon. Or, Zoro a actuellement le Wado Ishimonji, qui n'est pas une épée démoniaque, en tout cas a priori. Wado Ishimonji veut dire la route menant vers l'harmonie. Tashigi dira que c'est honteux que quelqu'un d'aussi malfaisant que Zoro possède cette lame. La route menant vers l'harmonie n'est pas liée au démon. Ça évoque un cheminement vers l'opposé d'un chemin menant vers l'enfer. Voilà pourquoi je pense que Zoro peut perdre le Wado, à tout moment. Et c'est en remplaçant le Wado, donc une épée non démoniaque, par une épée démoniaque, qu'il pourra pleinement profiter de sa puissance démoniaque. Pour que Zoro devienne le roi des enfers, il lui faut 3 lames démoniaques, qui lui permettront de canaliser cette puissance. Ça, c'est la première façon de voir les choses. La seconde serait de dire que l'idée d'harmonie, en relation avec l'enfer, peut sembler paradoxale, car l'harmonie est liée à la paix, l'équilibre et la positivité, tandis que l'enfer est lié à la souffrance, au chaos et à la désolation. Cependant, on peut explorer des perspectives philosophiques où ces concepts peuvent être liés. En effet, dans certaines philosophies, l'harmonie peut être vue comme un équilibre entre les forces opposées, telles que le bien et le mal, la lumière et l'obscurité, le paradis et l'enfer. Le yin et le yang, dans la philosophie chinoise, représentent l'interdépendance des opposés. De la même manière, l'existence de l'enfer pourrait être nécessaire pour définir et apprécier la véritable harmonie et la paix. Le Wado Ishimonji, qui symbolise donc l'harmonie, pourrait impliquer la réconciliation des aspects négatifs et positifs de cette puissance. Le Wado Ishimonji pourrait donc aligner le corps, l'esprit et l'âme de Zoro pour atteindre un état de sérénité et de contrôle. Le Wado, c'est le premier point. Le second, c'est le Sandai Kitetsu. En effet, je pense que Zoro peut le perdre à tout moment, tout comme il a perdu le Yubashiri sur Enies Lobby. Le Yubashiri qui avait une histoire particulière. C'était un trésor de famille qui lui avait été confié. Pourtant, il a perdu en combat. Zoro a gardé le Yubashiri à peu près 300 chapitres avant de le perdre. Il a gardé le Shusui à peu près 500 chapitres avant de l'échanger. Le Sandai Kitetsu, il a depuis plus de 1000 chapitres. Il peut le perdre ou l'échanger à tout moment. Ce qui pousserait Zoro à chercher une autre lame, qu'il pourra obtenir sur Elbaf. Des épées détruites, on en connaît plusieurs dans One Piece. Les 2 épées de Zoro contre Mihawk, le Yubashiri contre Shu, ou encore l'épée de King contre Zoro. Un combattant se moque généralement de détruire des lames. Mihawk n'a eu aucune pitié pour les lames. Pareil pour Shu, même si pour lui c'est pas important car il ne combat pas l'épée. Et pareil pour Zoro qui a détruit l'épée de King, alors que Zoro connaît l'importance des Meito. Au niveau des Saiji Owazamono, donc des 12 lames de premier rang, on connaît officiellement Yoru, Ace, Murakumogiri, Shodei Kitetsu, et on vient d'apprendre que Fujitora a le Yakuza Kazen, ce qui donne 5 sur 12. Et on voit bien que toutes les catégories sont représentées. Shishibukai, Amiral, Doyen, Yonko, et même Roi des Pirates. Sauf que, en grande catégorie importante qu'il manque, on a Commandant et Chevalier Divin. Voilà pourquoi je pense que Ryu de Shiryu est une des 12, et que l'épée de Garling est également une des 12. On ajoute Griffon de Shanks, il n'en manque plus que 4. En possesseur probable, j'inclus également Rox Zebek et Silver Rayleigh, le roi des ténèbres. Loki, le prince des géants, ou son père, le roi des géants, pourrait avoir une des 12. Les géants, c'est un peuple de guerriers. De mon point de vue, c'est pas déraisonnable qu'ils en aient une. Mais alors, comment est-ce que Zoro pourrait faire? Eh bien, c'est là que la 12e intervient, car ça pourrait être une épée que Zoro obtiendra par un moyen quelconque. Il pourrait également avoir le Shodai de Vénus, comme beaucoup le veulent, mais là on parle de fin d'œuvre. Et enfin, dernière possibilité, il pourrait faire comme avec Oden, c'est-à-dire prendre la lame d'un défunt. Pour Rayleigh qui est inactif, c'est compliqué, car il pourrait toujours en avoir besoin. Il reste donc Ace de Roger, ou alors l'épée de Rox Zebek, qui pourrait faire un retour n'importe quand, ce qui laisse suggérer un Zebek qui récupère son épée. Comme vous l'aurez remarqué, les choix ne sont pas multiples en ce qui concerne les Saiji Owazamono de Zoro, surtout qu'il a besoin d'une épée démoniaque. Enma a été à Zoro ce que le Red Suite a été à Sanji. C'est un déclencheur de power-up qui lui permet de maîtriser ses véritables puissances. Il y a eu un avant et un après Enma, comme ce fut le cas pour le Red Suite. Les 2 outils ont servi à éveiller le potentiel des 2 combattants. Enma déploie seul le Haki de Zoro et tranche plus que nécessaire. Enma sert donc à pouvoir déployer un maximum de Haki. Et c'est grâce au potentiel de Zoro, qu'il combine avec Enma, qu'il peut devenir aussi fort. Oden avait 2 épées des 21. Il a atteint les sommets de puissance au niveau mondial. Zoro actuellement 2 des 21 et une des 50. Il lui suffit de remplacer le Sandai, donc la Ryo Wazamono, par une Owazamono, ou mieux, une Saiji Owazamono, et il sera mieux équipé qu'Oden, à moins qu'il perde le Wado au profit d'un Saiji O pour avoir 3 lames de 3 catégories différentes. Ce qui importe réellement, ce n'est pas les catégories, mais les épées en tant que telles, car le dieu des lames n'avait qu'une des 21.
Pourtant, son titre laisse suggérer sa maîtrise. Zoro a besoin d'une épée capable d'exploiter pleinement son potentiel démoniaque pour devenir le véritable roi des enfers. Egghead n'a pas été un arc de vrai combat pour les Mugi, et l'auteur les a surtout bridés. Et quand je dis bridés, c'est vraiment bridé. Sanji qui ne sort pas Ifrit pour combattre, Zoro qui ne sort pas son Haki des rois, Jinbei qui ne combat pas du tout, ou encore Luffy qui combat son réelle volonté d'éteindre l'ennemi sans Haki des rois et qui s'est un peu énervé que sur un seul moment. Là où Onigashima était un vrai arc de résolution de problèmes avec des combats, Egghead était surtout un arc où les Mugiwara étaient beaucoup trop forts, avant de se confronter à des doyens qui se régénèrent, qui se feront renvoyer chez eux par un coup d'Haki des rois de Joy Boy. On a donc deux arcs totalement différents. Et pour Elbaf, on n'est pas censé savoir ce qu'on aura. Sauf que, l'auteur a déjà dit le plus important. C'est un pays de guerriers et c'est le pays le plus puissant du monde. C'est donc un arc où la puissance est et sera primordiale. Zoro peut perdre une épée à tout moment, ou alors il peut en échanger une à tout moment. Les deux cas sont déjà arrivés, donc ce soit l'un ou l'autre, ce sera l'occasion pour lui d'avoir une toute nouvelle épée qui pourrait avoir des particularités, car l'auteur a déjà introduit cet élément avec Enma. Sengoku a clairement dit, si nous neutralisons pas la Cross Guild bientôt, cela tuera le moral de chaque marine et affaiblira toute la marine. Ces mots sont intéressants à analyser, car il dit qu'il faut neutraliser la Cross Guild à tout prix. Il en a besoin. C'est un impératif. Et il dit bien bientôt. Bientôt, ce qui caractérise le fait qu'il en a besoin rapidement. Autre élément important, il dit que le groupe, donc l'équipage de la Cross Guild, est tellement problématique que le moral des marines s'affaiblit. Il se fait tuer. Donc, les marines, les combattants, ne pourront plus réellement combattre. De plus, il dit que ça affaiblit toute la marine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Cross Guild n'est pas un équipage Yonko classique, dans la mesure où ils s'en prennent directement à la marine. À la base, les équipages Yonko n'attaquent pas directement la marine, et vice versa. On avait un statu quo, basé sur un équilibre, mais là c'est totalement différent, car on a un équipage d'empereurs qui attaque directement la marine, et qui affaiblit cette dernière. À cause des primes qu'ils mettent sur les têtes des marines, la marine s'affaiblit. Nous avons des gradés qui perdent la vie, ce qui est extrêmement problématique pour la marine. Sengoku dit bien qu'il faut agir rapidement. Et dans le chapitre 1117, eh bien on a Sengoku qui mange à côté de Tsuru sur un navire de guerre, ce qui laisse sous-entendre qu'ils peuvent agir et attaquer la Cross Guild. Maintenant qu'on a la base, on va schématiser pour Sengoku contre la Cross Guild. Mais avant ça, il faut bien comprendre que l'objectif est de neutraliser la Cross Guild. Ce qui ne veut pas forcément dire éradiquer tout l'équipage. Neutraliser un équipage d'empereur est faisable en éliminant le capitaine, en le capturant. Quand le capitaine perd ou qu'il se fait capturer, ça devient très compliqué. C'est exactement ce qu'on a eu pour Big Mom. Désormais, l'équipage de Big Mom n'est plus dans le sens équipage Yonko du terme. Faire subir de gros dégâts peut suffire car ça impacte l'image aux yeux du monde. Ça affaiblit la réputation. Ça peut même le ridiculiser aux yeux du monde. Garp sur la ruche est parti pour libérer Kobe et repartir avec lui et le groupe. Mais l'objectif premier est de le sauver. Garp a donc atteint son but. Sauf que le prix à payer est immense. Le prix d'un sacrifice personnel. C'était lui ou Kobe. Il s'est donc sacrifié. Garp a donc réussi son but. Donc, il ne faut pas voir la probable tentative de Sengoku comme une tentative qui n'a aucun sens. Neutraliser la Cross Guild est totalement faisable. On reprend les trois composants essentiels. Le mobile, les moyens, l'opportunité. Le mobile, c'est donc neutraliser la Cross Guild. Il le dit clairement, il faut le faire bientôt. Même si Sengoku se sacrifie, s'il parvient à les neutraliser, ce sera une victoire. On parle de défense mondiale. C'est toute la marine qui en a besoin. À son prime, Sengoku a défendu la marine et le terrain, donc Marineford, le fief, contre Shiki avec Garp. Maintenant qu'il est vieux, il pourrait partir en mission finale pour sauver la marine de la Cross Guild. Mais cette fois, sans Garp, son ami. Garp lui a toujours dit « je te laisse la gloire ». D'ailleurs, quand il le dit, Sengoku est gêné. Il est gêné car au fond de lui, c'est ce qu'il veut. Mais il ne l'assume pas trop. Il pourrait donc mener à bien une mission finale pour que l'instant se souvienne de lui comme l'ex-amiral en chef qui n'a pas hésité à se porter volontaire malgré un statut de retraité / inspecteur. Maintenant, on s'attaque aux moyens, car c'est le point le plus intéressant. Sengoku est un immense stratège. Il est reconnu comme tel. Avec lui, il y a Tsuru, qui est également une stratège. C'est une spécialiste de la tactique. Elle excelle dans la préparation de tactique. Elle a comme surnom la grande tacticienne. Elle est dans le trio légendaire de la marine, avec Garp et Sengoku. Le problème de la Cross Guild, c'est qu'on n'a pas un équipage Yonko classique. On a clairement un équipage qui est frauduleux. Il est présenté comme tel. L'équipage se maintient grâce à une fausse réputation du capitaine, qui est censé avoir le niveau de Shanks. Il est censé être surpuissant. Mais c'est une fausse réputation qui donne donc du crédit à l'équipage. Mihawk et Crocodile en profitent.
pour que l'équipage soit craint. Mais imaginons que Sengoku comprenne que Buggy n'est qu'une gigantesque blague, qu'il comprenne ou qu'il apprenne, par X ou Y moyen, le fait que Buggy soit faible, ou qu'il y ait de grandes chances pour qu'il soit faible. Eh bien il pourrait totalement avoir envie d'attaquer, et même s'il ne l'apprend pas, en cas d'affrontement, il pourrait s'en débarrasser rapidement, ce qui ferait qu'il comprendrait que la Cross Guild est totalement neutralisable à 100%. Luffy et Zoro ne croient pas que Buggy puisse être fort. D'ailleurs, Buggy était à Marineford. Beaucoup sont censés l'avoir vu. Donc, Sengoku et Tsuru pourraient très bien comprendre la nature même de la Cross Guild. Kuzan l'a gelé très facilement. Sengoku est censé l'avoir vu. L'eau dit bien, si c'est vrai, si effectivement les deux commandants, donc Mihawk et Crocodile, sont réellement sous ses ordres, car il a réussi à le faire, alors il mérite son titre. Sauf que c'est faux. Et Luffy et Zoro, qui connaissent Mihawk, Crocodile et Buggy, savent que c'est faux. Je viens d'en parler, mais rappelez-vous de Kuzan qui a gelé Buggy. La marine qui croit que Buggy est très fort se ridiculise en pensant au premier degré qu'il a le niveau d'un empereur. Entre-temps, il n'a battu personne. Et pas une seule seconde, il pense que Mihawk et Crocodile le contrôlent. S'il y a bien deux marines qui peuvent le comprendre, ce sont bien Sengoku et Tsuru. Dans la Cross Guild, on a Buggy, Mihawk, Crocodile, Dasbones, Galdino, Alvida, Morge, Kabaji, Richie. Les vices sont catastrophiques. Sengoku, qui est à Marineford, a vu Crocodile contre du haut niveau. Il était en panique totale. Il était totalement dépassé par Jose. Il a vanté sa force et sa vitesse. Il aura fallu que Doflamingo intervienne. Sengoku a vu Mihawk à Marineford. Il a vu ses différentes actions. De quelles actions Sengoku devrait-il avoir peur ? Aucune. Sengoku était amiral en chef. Il connaît les Shichibukai. Il était là à chaque recrutement. Il les a vus combattre dans des opérations qu'on ne connaît pas, en tant que lecteur, mais que lui connaît. La Cross Guild se distingue par une méthode unique de mise à prix sur les têtes des marines, inversant ainsi les rôles traditionnels où sont les pirates qui sont pourchassés. Mais en termes de puissance, c'est catastrophique. Si Barbe Noire apprend que Buggy est faible, il pourra attaquer la Cross Guild n'importe quand. Barbe Noire, Shiryu, Kuzan, même si on retire les autres, le trio de tête peut gagner et voler le fruit de Buggy, de Crocodile et l'épée de Mihawk. Mais pour l'instant, parlons de Sengoku. Et en parlant d'épée, comme on parle de moyens, on vient d'apprendre que Fujitora a l'une des 12 épées Saiji-O Wasamono, exactement comme Mihawk. Alors effectivement, on pourrait se dire que Mihawk est avantagé de par son épée, à lui qui est noir. Mais dans les faits, ça ne veut rien dire. Shusui est une épée des 21, pourtant Zoro l'avait, et il a eu un power-up en l'échangeant contre une des 21 qui ne l'est pas. Mais là vous me direz, quel rapport avec Fujitora ? Eh bien c'est simple, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, et on l'a déjà vu sur un navire de guerre avec Sengoku et Tsuru, justement. Donc il pourrait être là. On pourrait avoir Fujitora contre Mihawk, et Sengoku contre Crocodile. Imaginons que Crocodile ait évolué via un éveil, une meilleure maîtrise du haki, ou une volonté retrouvée. Il pourra affronter Sengoku. Sengoku a mangé le fruit du Daibutsu, le grand Bouddha. Et le lien entre le Bouddha et le crocodile peut sembler obscur, mais il existe des récits et symbolismes dans les traditions bouddhistes et culturelles qui établissent une connexion. Les Jotaka sont des contes sur les vies antérieures du Bouddha. Et dans le Jotaka numéro 208, une histoire raconte comment une incarnation antérieure du Bouddha a échappé à un crocodile en utilisant intelligence et sagesse. Le crocodile symbolise des obstacles et des défis que le Bouddha doit surmonter. Crocodile semble être l'ennemi désigné pour Sengoku le Bouddha. On en vient donc à Mihawk, œil de faucon, qui pourra affronter Fujitora, le tigre violet aveugle. En parlant du violet, Mihawk est inspiré Dracula, et le violet évoque le caractère mystérieux et aristocratique du conte, qui est dépeint comme un vampire, avec une aura énigmatique et surnaturelle. Le violet est une couleur récurrente dans la littérature gothique dont Dracula, de Bram Stoker, fait partie. Le tigre et le faucon partagent des points communs dans leur symbolisme. Les tigres et les faucons sont des prédateurs au sommet de leur chaîne alimentaire respective. Le tigre est l'un des plus grands prédateurs terrestres, tandis que le faucon est l'un des plus redoutables chasseurs aériens. Passons à la connexion avec les épées et l'escrime. Les deux ont une des 12 Saiji-O Wasamono. Mais ce qui importe réellement, c'est le choc des styles de combat. Car Mihawk, en tant que Daikengo, donc grand maître épéiste, est supérieur à l'épée à Fujitora, qui n'est quant à lui qu'un Kengo, donc maître épéiste. Sauf que, et c'est là que ça devient intéressant, Fujitora compte surtout sur son fruit. Ce qui veut dire que le fait que Mihawk lui soit supérieur à l'épée ne veut rien dire. C'est un peu comme Roger et Newgate. Roger avait un bien meilleur haki des rois, sauf que Newgate avait le fruit des tremblements. Remplacez le haki des rois par l'escrime et le Gura Gura no Mi par le fruit de Fujitora et vous comprendrez. Le combat Sengoku-Crocodile est un combat qui, mine de rien, assez intéressant. Crocodile a perdu très tôt dans l'œuvre, et c'est un combattant qui, tout comme Moria, a perdu sa volonté.
quand il a subi une défaite à l'époque. Il voulait devenir le roi des pirates, mais Newgate lui a montré que c'était impossible. Il a donc fait comme Moria et a préparé un plan dans l'ombre. Puis il a perdu contre Luffy, ce qui a réellement annihilé sa volonté. Quand le Baroque Works s'échappe, il peut partir avec eux, mais lui fait le choix de rester enfermé. Beaucoup l'ignorent, car c'est une aventure en page de couverture. Mais maintenant, Crocodile semble être animé par un grand rêve. Utopia. Il pense très sincèrement qu'il peut y arriver. On peut donc avoir un Crocodile plus fort, car ambitieux, rêveur, avec une certaine volonté. De son côté, Sengoku est amiral en chef il y a 2 ans. Mais, en voyant que le GM a caché l'évasion du niveau 6, il s'est senti démuni, trahi, abandonné. Il s'est remis en question. Il a démissionné, mais grâce à Kong, il est resté dans la marine, en tant qu'inspecteur. Ce Sengoku a laissé place à ce Sengoku. Chemise et cravate colorée, barbe blanche, cheveux blancs, attitude différente, short. Savoir à quel point ça l'a affecté en termes de puissance, c'est compliqué, car Sengoku n'est pas Garp. Garp est resté le même. Il a continué à s'entraîner. Et en termes de changement physique, il n'y en a pas. Et pour finir, le troisième grand point, c'est l'opportunité. On parle des conditions et du timing. On parle du moment optimal pour lancer l'opération en tenant compte de plusieurs conditions et facteurs. Pour ce point, ça va être simple. Garp, qui n'a jamais été présenté comme un grand stratège, a utilisé une stratégie qui a fonctionné. Atterrir en force, attaque surprise, frapper en attaque de zone, utiliser différentes caractéristiques des alliés, et ça fonctionnait. Il ne lui manquait qu'une seule chose, des alliés solides, au niveau individuel. Sengoku pourrait faire la même chose, ou alors, il pourrait paradoxalement fonctionner de manière totalement différente. Lui, qui est un grand stratège, pourrait privilégier une attaque basique, en tentant le tout pour le tout en combat individuel. Effectivement, ce serait bizarre, étant donné son statut. Mais Garp le bourrin a utilisé une stratégie comme Sengoku. Sengoku le stratège pourrait faire le bourrin, même si je pense qu'une stratégie est beaucoup plus envisageable, via son statut à lui et à Tsuru. En tout cas, force est de constater que Fujitora a un grand potentiel de destruction. S'il est là et que ses compétences sont bien utilisées, la Cross Guild pourrait se retrouver débordée. Seuls les combats individuels pourraient leur être bénéfiques. Allez Jané, tu n'auras pas regardé Meuf de pour rien.